L'entrecôte refroidissait lentement dans l'assiette devant moi. Cuite à point, exactement comme je l'aimais, exactement comme elle l'a commandé pour moi avant de commencer à me qualifier de prévisible. Une table pour 7 verres étincelants. Cette serviette pliée. Cette couvert dressée avec soin dans mon restaurant de viande préféré, niché au fond près de la cheminée, celui-là même où nous célébrions les anniversaires et les fêtes de famille depuis plus de 2 décennies. Et pas une seule foutue chaise n'était occupée. Ni par ma femme, qui m'avait envoyé un texto ce matin-là pour me dire qu'elle avait une migraine atroce et qu'elle devrait s'allonger pour le reste de la journée. Ni par ma fille, qui m'avait répondu « Ah, désolé papa. Un imprévu de dernière minute avec Jessica. Je t'aime quand même. » Ni par mon fils, qui n'avait même pas répondu. Mon frère m'avait laissé en vue. Mon meilleur ami, avec qui je partageais cigares et road trips depuis 30 ans, n'avait offert qu'un silence radio absolu. Vous savez ce qu'on ne vous dit jamais sur le fait d'avoir 59 ans? C'est que la chose la plus assourdissante lors de votre dîner d'anniversaire pourrait bien être l'absence de ceux qui juraient de toujours assurer vos arrières. Ils ne m'avaient pas simplement fait faux bond. Ils s'étaient coordonnés. Je ne dînais pas seul par accident. Et pourtant, je n'ai pas bronché. Pas une seule fois. Voyez-vous, je savais pour la liaison depuis des mois. Pour les fonds détournés, pour la conversation de groupe familial où j'étais la risée de tous. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé faire. Je les ai regardés empiler leurs cartes pendant que, discrètement, je rebattais le jeu tout entier. Parce qu'on ne fait pas face à la trahison en criant. On y fait face en planifiant. Au moment précis où mon steak atteignait la température ambiante, le serveur s'est approché avec un mot. Pas d'enveloppe, juste un papier cartonné plié. Il le tenait comme s'il était maudit. Quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci, monsieur. Je l'ai ouvert. 3 mots écrits d'une main tremblante que j'ai immédiatement reconnus. Regarde ton téléphone. C'était tout ce qu'il y avait d'écrit. Pas de signature, pas de fioriture, mais je savais exactement qui l'avait envoyé. Alors, j'ai pris une grande inspiration, j'ai bu une gorgée de mon vin et j'ai pris mon téléphone. L'écran s'est allumé sur un message, un nom. Son père à elle, un avocat d'affaires à la retraite. Le même homme qui m'avait dit un jour, lors d'une partie de pêche, « Tu es la seule raison pour laquelle cette famille n'est pas un scandale de tabloïd. » Il ne m'avait jamais défendu en public. Mais je savais qu'il observait, et maintenant, il avait peur. « Je viens de recevoir l'alerte du cabinet d'avocats du fond », disait le message. « Appelle-moi avant de détruire cette famille tout entière. » Alors, il l'avait reçu. La notification officielle de déclenchement. Ça avait commencé. Ce qu'il y a de drôle avec les dîners de famille, c'est que vous passez des décennies à croire qu'ils sont le symbole de vos liens. Il s'avère que parfois, ce n'est qu'une simple représentation théâtrale. Et quand les acteurs quittent la scène sans vous, ils oublient que vous possédez peut-être les droits de tout le scénario. Je n'ai pas répondu au message. J'ai simplement posé le téléphone face contre la nappe. Je sais que la plupart des gens se contentent d'écouter ces histoires sans jamais s'abonner, mais si ne serait-ce que quelques-uns d'entre vous le font, cela montre à l'équipe que quelqu'un, quelque part, voit vraiment ce que nous faisons. Et croyez-moi, cela signifie beaucoup plus que vous ne le pensez. La table est restée vide. Le steak est devenu froid. Le serveur est passé 2 fois, a hésité, puis s'est éloigné. Il voulait me demander si j'allais bien. Je voulais lui demander si la trahison cessait un jour de faire mal après la 10e ou la 11e fois. Mais au lieu de cela, je me suis simplement adossé à ma chaise, j'ai plié le mot et je l'ai glissé dans la poche de mon blazer, juste à côté de la copie de la clause 14C de la charte du fonds fiduciaire de la famille Oli. Celle qui dormait depuis 1954. Celle dont ils avaient tous oublié l'existence. Celle que j'avais discrètement réactivée il y a 37 heures. Qu'ils profitent de leurs petits murmures, de leurs regards suffisants, de leurs messages privés, en pensant que j'étais trop vieux, trop fatigué, trop lent pour m'en apercevoir. Parce que je ne l'ai pas seulement remarqué, je l'ai documenté. Et maintenant, le dîner était terminé. L'heure des comptes ne faisait que commencer. BZZ. Le message flottait sur l'écran de verrouillage comme le cliquetis d'une arme qu'on arme au loin. Une seule ligne, pas d'émoji, pas de civilité. Je viens de recevoir l'alerte du cabinet d'avocats. Appelle-moi avant de détruire cette famille tout entière. Le ton n'y était pas du tout. Pas de « Salut, Thomas ».
pas de « parlons-en ». Juste de la panique. Brute, dépouillée et maladroite, venant d'un homme qui, autrefois, négociait des fusions de plusieurs millions de dollars avec une voix pareille à du granit poli. Thomas n'a pas bougé. Il a simplement fixé les mots lumineux, puis a tapoté l'écran pour l'éteindre et a posé le téléphone face contre la table, à côté de son verre de vin. C'était fait. La notification avait été délivrée, ce qui signifiait que Madame Drake, du cabinet fiduciaire, avait initié la phase 2 de l'éviction. Ce qui signifiait que chaque nom figurant sur le palier des bénéficiaires secondaires, y compris sa femme, ses enfants, son frère et oui, même son meilleur ami de toujours, venait de recevoir une notification numérique les informant d'une action fiduciaire imminente en raison d'une inconduite coordonnée à l'encontre du bénéficiaire principal. C'était l'expression que Madame Drake avait insisté pour utiliser, inconduite coordonnée. Cela sonnait comme une formule tirée d'un manuel des ressources humaines, mais cela ferait plutôt l'effet d'un tremblement de terre dans leur petit monde de connivence. Le père de sa femme ne faisait pas partie de la trahison. Pas directement. Mais Thomas n'avait pas oublié l'été 2019, lorsqu'il avait discrètement observé le vieil homme intercepter un document fiscal suspect qui était arrivé par erreur à la maison du lac de la famille. Un document qui aurait mis Thomas sur la piste du compte parallèle de sa femme, qui siphonnait 3000 $ par semaine sous forme d'honoraires de consultation qui n'existaient pas. Le vieil homme n'avait pas dit un mot. Il avait simplement plié le papier, l'avait jeté au feu et s'était servi un autre verre de scotch. « Il vaut mieux que tu ne saches pas, Thomas », avait-il marmonné. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser couler. » Thomas avait hoché la tête. Même à l'époque, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il classait ce souvenir dans cette chambre forte profonde qu'il réservait aux stratégies à long terme. Maintenant, la chambre forte était ouverte. Le texto de son beau-père n'était pas seulement un avertissement. C'était une confession, un aveu tardif que tout ce qu'il croyait protégé ne l'était pas. Thomas avait passé la charte au peigne fin lui-même, sous la direction de Madame Drake. Chaque clause, chaque note de bas de page, chaque petite relique morale que son grand-père, marqué par la Grande Dépression, avait pensé à codifier lors de la création du fonds de la famille Holly. La clause 14C. C'était la clé de voûte, cachée derrière un jargon archaïque et supposé inapplicable. Elle stipulait avec une précision aride, si le bénéficiaire principal du fonds subit une rupture familiale orchestrée avec dissimulation de preuves, ladite partie peut opter pour l'éviction des paliers secondaires après examen par un tiers. Il avait fallu 9 mois pour rassembler les preuves. 6 semaines pour préparer le dossier, 3 jours pour que le comité d'éthique du cabinet donne son accord. Désormais, les emails étaient envoyés, les comptes gelés, l'étau juridique se resserrait, et son beau-père, stoïque et cruellement pragmatique toute sa vie, paniquait enfin. Il n'appelait pas par compassion. Il appelait parce que la bête qu'il croyait autrefois docile venait enfin de montrer les crocs. Thomas a bu une lente gorgée de son vin. Il n'avait toujours pas touché à son steak. Il a observé la salle du restaurant. Lumière tamisée, bavardage, cliquetis des fourchettes. Personne ne prêtait attention à l'homme dans le coin qui venait de faire exploser un héritage. Le message de son beau-père fut suivi d'un deuxième, « Je l'avais prévenu de ne pas impliquer ton frère. » C'était une erreur. Thomas a laissé ce message en suspens, lui aussi. Un troisième ? « Je t'en prie, voyons-nous. Je viendrai à toi. » Thomas a souri à peine. L'homme qui plaisantait autrefois en disant que Thomas était un bon mâle bêta pour sa femelle alpha voulait maintenant une audience. Et pour quoi faire ? Pour marchander des décennies de complicité. Thomas a balayé l'écran vers le haut, copié le message et l'a transféré à Madame Drake avec une seule instruction, à consigner sous « réaction de panique des parties secondaires ». Le fonds exigeait que toute tentative d'interférence soit documentée une fois les protocoles de déclenchement activés. Il n'ignorait pas le vieil homme. Il le classait avec les autres. Qu'il se tortille. Qu'il menace. Qu'il parade. Il n'effaçait pas la famille. Il la recentrait. Autour de la vérité, autour de l'héritage, et autour de la seule personne qu'ils avaient tous sous-estimée. L'homme qui était assis tranquillement en bout de table vide et qui laissait leur propre silence les condamner. Le fonds fiduciaire de la famille Holly avait toujours fait l'objet de murmures prudents, comme un fantôme que tout le monde prétendait n'être qu'une légende urbaine. La Bible du vieil homme, l'appelait-il. Des pages d'un jargon juridique dense et dactylographié, enfouies dans des classeurs en acajou et des tiroirs verrouillés. Créé en 1946,
restructuré 2 fois dans les années 70, puis archivé numériquement en 2003 après une brève frayeur liée à des dégâts causés par la moisissure. Thomas le connaissait mieux que quiconque. Non pas parce qu'il y était obligé, mais parce que pendant qu'il se moquait dans son dos de son attitude de Golden Retriever loyal, lui lisait, mémorisait et se préparait. Son grand-père, Everett Holly, n'était pas seulement un investisseur avisé. Il était paranoïaque. Après avoir vu 2 de ses propres frères détruire une entreprise familiale d'expédition pendant la Grande Dépression à force de mensonges, de vols et de luttes intestines. Il avait juré qu'aucun futur Holly ne serait autorisé à incendier la maison sans que les allumettes ne se retournent contre lui. Il avait donc créé ce fonds, non pas comme un cadeau, mais comme un champ de mine. Vous pouviez le traverser. Vous pouviez en profiter, mais au moindre faux pas, il explosait. La clause 14C était l'un des fils pièges. La majeure partie de la famille supposait qu'elle n'était que symbolique, un geste, quelque chose décrit à une époque révolue où la trahison portait encore des costumes cravates et non des messages Instagram ou des discussions de groupes cryptés. Mais la clause 14C était bien réelle et elle était active. Thomas l'avait relue des centaines de fois au cours de la dernière année. Si le bénéficiaire principal venait à subir un préjudice coordonné de la part de ses proches, ledit bénéficiaire peut activer une éviction discrétionnaire, sous réserve de preuves corroborantes et d'un examen par le comité d'éthique en charge. La formulation semblait cérémoniale jusqu'à ce que l'on comprenne ce qu'elle impliquait. Elle signifiait que si vous étiez trahi et que vous pouviez le prouver financièrement, relationnellement et légalement, vous pouviez réinitialiser le plateau de jeu. Évincer tout le monde, retirer les droits de vote, suspendre les héritages, geler les propriétés, annuler les allocations, et même révoquer l'accès aux ressources familiales au titre d'une réclamation fiduciaire. La seule condition était que cela soit coordonné, et il lui avait rendu la tâche tellement facile. Les photos de sa femme et de son meilleur ami sur la banquette arrière d'un SUV noir quittant une conférence à Chicago. La signature de son frère sur les documents de la SARL liés à une société de conseil fantôme que sa femme avait utilisée pour siphonner $180 000 d'un compte d'investissement commun. Les réservations Airbnb de ses enfants programmées pour coïncider avec les retraites de bien-être de sa femme, payées via des comptes étiquetés comme dépenses de santé mentale. Il n'avait engagé aucun détective privé. Ce n'était pas nécessaire. Ils étaient paresseux, se croyaient tout permis, et étaient négligents. Chaque facture, chaque email, chaque mouvement financier avait été capturé à l'écran, notarié, et organisé par l'équipe juridique de Madame Drake avec une efficacité troublante. Et à 7h46 ce matin-là, Thomas avait autorisé la soumission. Pas une déclaration, pas une confrontation, juste une simple case cochée en silence sur un formulaire numérique indiquant « Procéder à l'éviction ». À 9h15, les avis officiels avaient été envoyés. Le logiciel avait envoyé à chaque destinataire une notification formelle du fonds. Vous recevez cet avis en raison d'un examen fiduciaire en cours concernant votre statut de bénéficiaire secondaire. Un gel a été placé sur toutes les distributions dans l'attente d'une décision ultérieure. Aucun détail, aucun avertissement, juste une précision froide et chirurgicale. Les mêmes personnes qui avaient ignoré son message d'anniversaire recevaient maintenant quelque chose de bien plus effrayant. Et à midi, 2 d'entre eux, son fils et son frère, avaient déjà essayé de l'appeler. Il avait laissé sonner parce que le fonds Holly n'était pas sa vengeance. C'était son bouclier. C'était ce que son grand-père avait construit pour un futur Holly qui pourrait un jour se retrouver entouré de traîtres souriants sans savoir à qui se fier. Et maintenant, il accomplissait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Pour protéger l'héritage. Pas le bruit de fond, pas les apparences. Pas ceux qui jouaient à la famille tout en l'empoisonnant de l'intérieur. Non, seulement celui qui était resté silencieux assez longtemps pour les laisser finir de creuser leur propre tombe, avant d'allumer calmement les projecteurs. La clause 14C avait dormi pendant des décennies. Maintenant, elle était éveillée et elle ne sciait pas. 3 jours avant le dîner, avant les chaises vides et le message vocal tremblant, Thomas était assis sous les lumières encastrées d'un bureau qui sentait le désinfectant à la lavande et le vieux bois franc. Face à lui était assise Madame Helen Drake, administratrice principale de fiducie chez Carrington & Steele, l'un des cabinets de gestion de patrimoine les plus discrets de l'État. Elle était petite, avec des cheveux argentés, et portait des lunettes si étroites qu'elles ressemblaient à des signes de ponctuation en équilibre sur son nez. Sa voix était égale, presque apaisante, comme si elle lisait des histoires pour s'endormir et non pas comme si elle déclenchait un exil financier. Étendu entre eux sur la table se trouvait un portfolio en cuir marine, ses coins en laiton encore froid de l'air matinal. À l'intérieur,
page après page de détails accablants. Des virements bancaires qui n'auraient pas dû exister, des images de vidéosurveillance du chalet du Vermont montrant clairement sa femme entrer avec son frère des heures après avoir prétendu être à des conférences distinctes. Une déclaration notariée d'un employé du bureau familial qui avait entendu la fille de Thomas se moquer de sa crédulité lors d'un appel avec sa mère. Le témoin avait même transcrit les rires. Il essaie encore d'organiser un anniversaire surprise comme un pauvre petit chiot triste, avait-elle dit. C'est pathétique. Madame Drake a tourné une page et l'a fait légèrement pivoter pour qu'il puisse la voir. Réaffectation des capitaux propres d'une propriété conjointe vers une propriété exclusive, exécutée par votre femme le mois dernier, a-t-elle noté en tapotant la page. Déposée avec une divulgation conjugale incomplète. C'est votre signature? Oui. Ce n'était pas le cas. C'était un gribouillis précipité. Le thé ne se courbait même pas correctement, probablement copié d'un ancien contrat de bail. Thomas a secoué la tête. Madame Drake a hoché la tête comme si c'était prévisible, puis a ajusté sa tablette et a affiché un tableau de bord numérique montrant les 7 bénéficiaires secondaires nommés. Selon l'avis du comité d'éthique, basé sur les preuves documentées et leur examen, les 7 parties ont manqué à leurs obligations fiduciaires ou morales. Souhaitez-vous initier une éviction totale? Thomas n'a pas parlé pendant plusieurs secondes, non pas parce qu'il hésitait, mais parce qu'il voulait ressentir ce moment. Non pas de la colère, non pas du triomphe, juste la gravité stérile d'une porte qui se ferme. Il a hoché la tête une fois. Oui, éviction totale. Madame Drake n'a pas bronché. Elle a tapoté son écran. Un petit carillon a retenti. Le prochain cycle du conseil reflétera ces changements. Elle les a énumérés un par un, tel un chirurgien expliquant une extraction de routine. La participation de 14% de la famille dans Holymore Logistique serait repondérée, Thomas assumant 100% des parts du fonds. Son frère, anciennement désigné comme mandataire, était retiré. Une propriété à Cape Cod, actuellement occupée par son fils et sa petite amie, devait être gelée immédiatement dans le cadre d'un examen des actifs. Droit d'occupation suspendu. Les allocations de voyage en Europe, anciennement distribuées à sa fille et à son partenaire du collectif d'art, étaient résiliées. Le remboursement des voyages antérieurs dépassant le budget était désormais contesté rétroactivement. Un fonds d'éducation privée, initialement destiné aux futurs petits-enfants, fut placé sous un statut de verrouillage restreint. Son utilisation nécessitait désormais l'approbation unanime du Conseil, qui n'existait plus. Madame Drake récitait ces changements de la même manière qu'une bibliothécaire annoncerait des frais de retard. Pas de venin, pas de joie, juste une fluidité procédurale. Thomas n'a pas réagi, il a écouté simplement, respirant lentement. Elle a fait une pause, puis a croisé les mains. Monsieur Holly, je suis tenu de vous demander si vous souhaitez que nous proposions aux parties évincées une réunion d'examen explicative. Il a levé les yeux. À quelle fin? Pour tourner la page, ou peut-être pour une réconciliation? Il a failli rire, mais au lieu de cela, il a secoué la tête. Ils ne m'ont proposé la présence de personne. Ils ont décidé de m'effacer de ma propre famille. Madame Drake a pris une petite note. Très bien. Offre d'examen déclinée. Documentation notée. Elle a cherché dans un tiroir et a fait glisser une enveloppe scellée vers lui. Ce sont vos documents formels de réaffectation de fiduciaire. Ils seront contresignés et déposés auprès du secrétaire d'État d'ici demain matin. Vous serez le seul bénéficiaire actif jusqu'à ce qu'une nouvelle liste secondaire soit établie. Il a dévisagé l'enveloppe, non pas avec hésitation, mais avec la solennité d'un homme recevant un drapeau plié lors de funérailles militaires. Il n'avait pas voulu cela, mais il l'avait bien mérité. Chaque fausse excuse, chaque sourire en coin chuchoté, chaque chaise vide. Ce n'était pas une crise de colère. C'était de l'architecture. Parce que Thomas savait une chose qu'ils avaient tous oubliée. Un héritage ne se construit pas en public. Il se défend en silence. Et maintenant, pièce par pièce, il le reprenait. Sans crier, sans claquer de porte. Juste avec une signature silencieuse à la fois. L'ironie de la situation était que son frère Patrick s'était toujours pris pour le gardien de l'héritage familial. C'est ainsi qu'il s'était qualifié lors de la dernière retraite du conseil d'administration, après trop de whisky et un discours que personne n'avait demandé. Nous sommes les intendants de la vision de grand-père, avait-il dit, la voix à moitié pâteuse, plein de suffisance. Et Thomas, tu es. Eh bien,
Tu as toujours été le cœur. Mais moi, je suis la colonne vertébrale. Thomas se souvenait s'être forcé à faire un sourire poli. La colonne vertébrale, hein. Cette même colonne vertébrale qui s'était pliée comme un trombone à la seconde où leur belle-sœur avait flirté avec un promoteur immobilier à Naples. Cette même colonne vertébrale qui s'était tordue de manière très opportune lorsque leur père était décédé et que la succession avait été discrètement découpée à huis clos. Et maintenant, cette même colonne vertébrale qui avait aidé la femme de Thomas à transférer des titres de propriété sous la table en échange de crédits de consultation. Mais le truc avec Patrick, c'est qu'il ne lisait jamais rien. Pas vraiment. Il signait. Il hochait la tête. Il bluffait lors des réunions du conseil avec des expressions comme « delta d'effet de levier trimestriel » et « liquidité de l'héritage ». Mais jamais, au grand jamais, il ne lisait les petits caractères. Thomas, si. Et la clause 10 a été enfouie profondément dans la charte du fonds, rédigée dans une structure de clause d'après-guerre si archaïque qu'elle aurait tout aussi bien pu être en latin, mais sa signification était simple. Si un co-fiduciaire de la fratrie s'avère avoir agi sciemment en coordination avec des parties externes pour occulter, rediriger ou autrement compromettre des actifs partagés, le bénéficiaire principal peut révoquer les droits de vote dudit fiduciaire en soumettant des preuves à l'administrateur de la gouvernance et en notifiant le secrétaire d'État. Le langage n'était pas fleuri, il ne cherchait pas le drame. Il exigeait un seul formulaire et une déclaration notariée, que Thomas avait soumis 2 jours après sa rencontre avec Madame Drake. Il n'avait pas appelé Patrick, ne l'avait pas menacé, ne lui avait pas demandé pourquoi il avait décidé d'aider la femme de Thomas à falsifier ses initiales sur le document de refinancement des terres du Vermont. Il savait déjà pourquoi. Patrick avait toujours mal supporté d'être le cadet. Celui qui n'avait pas hérité de la part de contrôle, celui qui devait demander l'approbation pour chaque décaissement de capital. Mais au lieu de construire quelque chose par lui-même, il s'était accroché à l'orbite de Thomas, faisant semblant de protéger ce qu'il pillait secrètement. Et ainsi, mercredi matin, un fichier numérique a atterri dans les boîtes de réception du conseil d'administration de Holymore Logistique. Changement d'autorité fiduciaire. Thomas Holly, seul droit de vote. Effet immédiat. Le dépôt de l'État y était joint. Propre, vérifié, tamponné. Le système avait accepté la soumission sans poser de questions parce qu'elle était infaillible. Il n'y a pas eu d'expulsion dramatique, pas de communiqué de presse, juste une suppression silencieuse. Patrick lui a envoyé un SMS à 11h43, et « Tu as changé un truc sur l'appli du conseil ? Je ne vois plus le menu de vote. » Thomas a répondu simplement « Tu n'es plus un fiduciaire votant. » Voir clause 10A. Il n'y a eu aucune réponse pendant 3 minutes. Puis, « Attends, qu'est-ce que tu fous ?» Thomas n'a pas répondu. À la place, il a transféré l'échange à Madame Drake pour qu'il soit enregistré, et est entré dans son bureau où la charte originale du fonds reposait toujours sur une étagère en noyer, reliée en cuir vert, les tranches dorées à la feuille comme une bible d'église. Il l'a prise et l'a ouverte directement à la clause 10A. Il a effleuré la marge où son grand-père avait griffonné une note au crayon des décennies plus tôt, « Personne n'est immunisé, pas même le sang ». Il ne l'avait pas compris lorsqu'il était enfant. Maintenant, c'était un scalpel. Quand Patrick a fini par appeler, balbutiant, enrageant, essayant de paraître choqué, il est tombé directement sur la messagerie. Thomas avait déjà créé un nouveau protocole interne au sein de l'entreprise de logistique. Toutes les communications du conseil d'administration devaient passer par le service juridique, sans exception. Ce soir-là, Thomas s'est assis près de la cheminée avec un verre de whisky de Segley à regarder le feu crépiter. Son frère ne l'avait pas seulement trahi. Il l'avait testé, et avait échoué. Pas d'éclat, pas de bagarre, juste un dépôt silencieux enregistré au bureau du secrétaire d'État à 14h14. Une signature, une soumission, et puis le silence. Parce que l'autorité ne crie pas, elle signe. Ses enfants l'appelaient « papa » quand les chèques étaient encaissés, mais, lui, quand la conversation de groupe devenait toxique. Il le savait. Il avait fait défiler des captures d'écran transférées par une stagiaire de l'ancienne start-up de sa fille. Celle qu'il avait financée à hauteur de $250 000 sur la promesse d'une ligne de bijoux durables, qui s'était transformée en exactement un seul événement éphémère et 6 mois de storytelling sur Instagram. La stagiaire avait démissionné au bout de 2 semaines et, par culpabilité, avait envoyé les archives à Thomas par email. « Vous méritez de savoir », avait-elle écrit. Il n'avait pas répondu. Il s'était contenté de les sauvegarder.
Qu'il reste assis tout seul comme le martyr qu'il adore être, avait écrit son fils. Ce n'est pas notre boulot de protéger son ego. Sa fille avait renchéri, il veut qu'on rentre pour qu'il puisse se sentir puissant. Qu'il aille se faire voir. Il n'est pas le seul au lit qui compte. Il pensait que c'était un exutoire inoffensif, une simple frustration privée. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'était que le fonds n'était pas seulement un pipeline financier. C'était une forteresse, et elle avait des règles. La clause 22D était enterrée sous l'entête des conditions de décaissement, 2 pages après une clause sur la conformité des soins de santé et juste avant la clause sur les dérogations caritatives. Un langage aride et facile à oublier. L'aliénation ou l'abandon délibéré du bénéficiaire principal pendant des périodes de détresse émotionnelle documentée entraînera l'ajournement immédiat de tous les décaissements en attente ou programmés pour les parties secondaires impliquées. La durée de l'ajournement sera indéfinie jusqu'à réévaluation. Traduction simple, si vous abandonnez votre père quand il a besoin de vous, pas d'héritage, pas de calendrier, pas d'appel. Et maintenant, le lundi suivant le dîner, il recevait la notification. Tous deux, par des emails nominatifs envoyés depuis le serveur sécurisé du cabinet d'avocats. Objet, changement de statut des décaissements. Fonds de la famille Oli. Cher prénom, la présente a pour but de vous informer que, sur la base d'un récent examen du comité d'éthique, votre statut de bénéficiaire secondaire du fonds de la famille Oli a été reclassé comme étant sous ajournement temporaire. Cette action a été entreprise en vertu de la clause 22D en raison d'un comportement incompatible avec les obligations du bénéficiaire. Tous les futurs tirages sur l'héritage sont suspendus dans l'attente d'une réévaluation complète. Aucune excuse, aucune chaleur, juste le souffle glacial du jargon juridique. Sa fille n'a pas attendu. Elle a appelé dans les minutes qui ont suivi. Hurlant sur la messagerie, « Tu fais ça parce que je ne suis pas venu à ton stupide dîner, parce que je ne voulais pas faire semblant que tout allait bien. » Elle n'a pas mentionné le compte Venmo anonyme qu'elle utilisait pour envoyer de l'argent à sa mère tout en prétendant être financièrement débordée. Elle n'a pas mentionné les vacances de groupe qu'elle avait organisées avec sa mère et son oncle Patrick sous l'étiquette « retraite de bien-être ». Elle n'a mentionné que l'argent. Son fils n'a pas crié. Il a envoyé un SMS. On peut arranger ça. Je vais lui parler. Enfin, je vais te parler. Ne faisons rien de permanent. Permanent. La seule chose de permanent, c'était la fracture. Ce n'était pas qu'ils avaient fait une erreur. C'était qu'ils avaient choisi de croire à la pire version de lui-même. Le récit que sa femme avait tissé tout en transformant sa propre culpabilité en victimisation. Elle souffre aussi, avait dit son fils un jour. Peut-être. Mais elle n'avait pas souffert quand elle avait vidé le compte d'épargne d'urgence et transféré le nom du bénéficiaire du compte de retraite individuel Ross vers sa nouvelle SARL. Elle n'avait pas souffert quand elle se tenait devant le miroir en répétant comment manipuler psychologiquement leurs enfants pour leur faire croire que Thomas était manipulateur et dépendant. Cela aussi figurait dans les captures d'écran de la stagiaire. La vérité était que les enfants étaient adultes et que, comme des adultes, ils prenaient des décisions. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec. Il n'a pas rappelé, n'a pas envoyé de SMS, n'a lancé aucun avertissement. Il a simplement laissé la clause parler d'elle-même. Le cabinet fiduciaire a consigné leur réaction comme exigé. Sa fille a déposé une demande urgente auprès de l'administrateur du fonds. Elle fut refusée. Son fils a envoyé un email à l'avocat spécialisé en succession, mettant leur mère en copie. Aucune réponse. Parce que la pause des décaissements n'était pas seulement une politique. C'était une prophétie. Elle avait été écrite il y a des décennies par un homme qui avait survécu à la trahison de sa propre famille. Qui avait juré que ses descendants ne se sentiraient jamais impuissants face à la trahison. Et maintenant, Thomas le comprenait mieux que jamais. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de jurisprudence. Parce qu'une fois que vous laissez vos enfants croire que l'amour leur donne droit à un héritage, peu importe la façon dont ils vous traitent, vous leur tendez une épée et placez votre propre cou en dessous. Alors Thomas n'a pas répondu. Il s'est versé un verre de bourbon, est sorti dans le jardin qu'il avait planté de ses propres mains, et a laissé le silence s'abattre comme une armure. Qu'il hurle. Il n'avait plus rien à leur donner, si ce n'est la leçon qu'il pensait qu'il ne donnerait jamais. Elle sortait tout juste de son soin du visage de midi lorsque l'huissier de justice s'est approché de son Range Rover et lui a demandé son nom, avec ce genre de politesse détachée qui hurlait, ce n'est pas un colis.
Elle n'a même pas eu le temps de boucler sa ceinture avant que l'enveloppe n'atterrisse sur ses genoux. Pas une requête en divorce. Elle aurait pu s'y attendre. Non, c'était pire. La page de couverture était sobre, mais à la seconde où elle est passée au deuxième paragraphe, ses mains se sont mises à trembler. Objet, contestation légale de l'autorité de cosignature pour cause de fausses déclarations fiduciaires et de partenariats financiers dissimulés. En d'autres termes, vous êtes exclu de chaque compte que vous pensiez contrôler. Thomas ne s'était même pas embarrassé de mise en scène. Pas de confrontation dramatique, pas d'accusation pendant un dîner, juste un dépôt chirurgical signifié à la mi-journée un vendredi, alors que son avocat avait déjà quitté le bureau et que les tribunaux ne rouvriraient pas avant lundi. À l'avis était jointe une chronologie de preuves longue de 8 pages, chronologique, méticuleuse, clinique, et qui se terminait très délibérément par une seule ligne qui transformait le document entier en une arme, 14 avril. Le sujet a décliné l'invitation au dîner d'anniversaire de son conjoint sans notification. Absence coordonnée corroborée par 6 autres parties nommées. L'infraction indique une intention de causer un préjudice émotionnel et réputationnel au bénéficiaire principal. Elle l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Parce qu'à ce moment-là, elle a réalisé. Le dîner n'était pas juste une obligation sociale oubliée. Il avait été le dernier domino. Le déclencheur dont Thomas avait besoin pour recadrer tout ce qu'ils avaient fait, non pas comme un triste petit drame familial, mais comme un sabotage coordonné et passible de poursuites judiciaires. Cette ligne à elle seule requalifiait la trahison en préjudice intentionnel. Et soudain, ce qui ressemblait autrefois à des commérages, à des levées d'yeux au ciel et à une attitude du genre « nous n'avions juste pas envie de faire semblant », devenait une preuve. Une preuve examinée par des avocats, validée par le comité d'éthique du fonds et déposée devant un juge. Son avocat, lorsqu'il lui a enfin retourné son appel plus tard dans la soirée, a lu le document et n'a pas dit un mot pendant 10 bonnes secondes. Puis il a demandé simplement « Saviez-vous qu'il documentait tout cela ?» Elle a murmuré que non, parce qu'elle ne le savait pas. Aucun d'entre eux ne le savait. La chronologie faisait référence à tout, des relevés GPS de son mari, prouvant sa présence dans 3 endroits distincts où elle prétendait qu'il n'était pas, aux tentatives d'accès aux comptes effectuées depuis ses appareils à des heures où elle jurait être endormie. En passant par les métadonnées de partage AirDrop démontrant qu'elle était en possession d'images, des photos d'elle et du meilleur ami de Thomas, dont elle avait juré qu'elle n'avait jamais existé. Et puis vint la bombe, un partenariat financier dissimulé enregistré auprès de l'État 3 mois plus tôt, une SARL enregistrée dans le Wyoming. Son nom y figurait aux côtés de celui de Patrick. Elle l'avait oublié, celle-là. Patrick avait dit que c'était juste une formalité pour l'aider avec ses impôts. Elle n'aurait jamais imaginé que Thomas la trouverait, et encore moins qu'il l'utiliserait. Maintenant, c'était cité dans le dossier comme preuve évidente d'un partenariat dissimulé, exécuté sans la divulgation requise au bénéficiaire principal. Elle s'est affolée, a appelé Patrick, messagerie, a essayé sa fille, pas de réponse, a envoyé un SMS à son fils, papa a vraiment fait ça? Rien, parce qu'à ce moment-là, ils l'avaient tous vu eux aussi, et ils savaient tous que ce n'était pas un coup de bluff. Thomas avait déposé le dossier avant de le faire signifier. Le cabinet d'avocats avait enregistré le gel des cosignatures auprès de 5 banques et de 2 sociétés de courtage. Son nom était signalé, les transactions arrêtées, son accès suspendu, en attente d'examen. Et le langage utilisé dans les documents n'était pas passif. Des mots tels que « coordination malveillante »,« intention de frauder »,« retrait occulte » et « redirection préméditée d'actifs » la dépeignaient non pas comme une femme délaissée, mais comme un acteur hostile, un risque pour le fonds. Son avocat a essayé de changer de cap. Nous déposerons une réponse lundi. Dites que vous étiez en détresse émotionnelle. Présentons cela comme un malentendu. Niez l'intention. Mais au moment même où il le disait, elle pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Parce qu'on peut débattre des émotions. On ne peut pas débattre d'une chronologie, encore moins quand elle se termine par cette chaise vide et un mot qui dit « Regarde ton téléphone ». Elle s'est versé un verre de vin. Sa main tremblait toujours. Ce n'était pas seulement une manœuvre juridique. C'était un miroir tendu par l'homme qu'elle croyait trop faible pour riposter. Maintenant, elle pouvait se voir clairement, et le reflet ressemblait à s'y méprendre à un préjudice prémédité. Documenté, soumis, et déjà accepté par le tribunal. Le téléphone a sonné à 6h18, juste au moment où le soleil commençait à percer à travers les lattes des vieux volets persiennes du bureau de Thomas. Il l'a laissé vibrer 3 fois avant de répondre. Pas de salutation, juste un silence au début.
Puis la voix grave et rocailleuse de l'homme qui avait l'habitude de trinquer au Bourbon avec lui et de l'appeler « fils », comme s'il le pensait vraiment. « Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. » Thomas a expiré une fois, calme et posé. « C'est vous qui l'avez élevée, a-t-il dit. Vous saviez de quoi elle était capable. Vous vous en fichiez, jusqu'à ce que cela se retourne contre vous. » Une pause. Le bruissement de papier, ou peut-être juste des mains tremblantes à l'autre bout du fil. Son beau-père était du genre à ne jamais perdre pied lors des réunions, dans les salles d'audience, ni lors des dîners de famille houleux. Il avait toujours ce sang-froid prêt à bondir, comme un loup se faisant passer pour un grand-père. Mais aujourd'hui, le masque tombait. Ils seront ruinés, a-t-il dit un peu trop vite. Le conseil d'administration, la fondation, même ses licences de consultante. Thomas l'a coupé, calme, chirurgical. Il n'aurait pas dû parier sur mon silence. Ça a fait mouche. Il y a eu une inspiration, vive et instable, suivie du cliquetis à peine audible d'un briquet. Il pouvait presque voir l'homme faire les 100 pas dans son bureau, la vieille chaise en cuir tournant derrière lui, un dossier à moitié ouvert sur le bureau avec des onglets rouges qui n'étaient pas là la veille. Je lui ai déconseillé de geler le compte retraite, a dit le vieil homme. Je lui ai dit que ça attirait l'attention. Thomas n'a pas répondu. Elle a dit que tu ne le remarquerais jamais, a-t-il ajouté, plus doucement cette fois. Que tu ne posais jamais de questions sur l'argent. Thomas a gloussé, mais sans humour. Je n'ai pas posé de questions parce que je le savais déjà. Je voulais juste voir jusqu'où elle irait avant que vous n'interveniez. Le silence était maintenant plus lourd. Bon Dieu, Thomas, a-t-il marmonné. Ce n'est plus du contrôle des dégâts. Tu as allumé un incendie. Non, a dit Thomas, je refuse simplement de continuer à nettoyer leurs cendres. Une autre pause. Tu penses que ça ne t'atteindra pas? Thomas a jeté un œil à la photo encadrée sur l'étagère. Le jour de son mariage. Son beau-père debout à côté de lui, une main sur son épaule, l'autre tenant un verre. Le sourire hypocrite, la poigne trop forte. C'est déjà fait, a répondu Thomas. C'est pour ça que ça s'arrête là. Il y a eu un long silence, un changement dans l'atmosphère, le genre de silence qui ne survient que lorsqu'un homme réalise qu'il n'a plus de moyens de pression, seulement un héritage à perdre. Tu aurais pu venir me voir, a fini par dire son beau-père. Nous aurions pu régler ça en privé. Tranquillement, Thomas a fermé les yeux un instant, sentant le poids de cette offre, imprégnée d'histoire, de codes masculins de discrétion et de cette façon de régler les choses entre hommes. Mais il les a rouverts ensuite. J'ai essayé le silence. Pendant 20 ans, j'ai essayé le silence. Vous avez tous pris ça pour de la faiblesse. C'est ma fille, Thomas. C'est une femme adulte, a-t-il répondu. Et maintenant, elle fera face à des conséquences d'adulte. Tu fais du tort à ton propre nom. Le vieil homme a essayé encore. S'accrochant cette fois à l'héritage, la dernière flèche de son carquois. Le nom d'Éolie a du poids. Des institutions, des fondations. On ne réduit pas tout ça en cendres. Je ne réduis rien en cendres, a dit Thomas, d'une voix glaciale. Je vous incinère, vous, pour vous en extirper. Ça a marché. Son beau-père est redevenu silencieux. Mais cette fois, c'était le genre de silence que Thomas avait attendu des années avant d'entendre. Ni tactique, ni condescendant, mais minuscule. Le son d'un homme qui réalise que l'échiquier qu'il pensait avoir construit était désormais renversé. Thomas a attendu un instant, puis a ajouté, et dit à Patrick d'arrêter de laisser des messages vocaux. Sa version de l'histoire ne m'intéresse pas non plus. Le vieil homme n'a pas protesté, il a simplement murmuré doucement, tu n'es plus l'homme que j'ai connu. Non, a dit Thomas. Vous ne m'avez jamais connu. Vous avez juste supposé que je ne me réveillerais jamais. Il a mis fin à l'appel. Pas de claquement de porte, pas de dernier mot, juste un clic. Puis Thomas a reposé le téléphone sur le bureau, s'est levé et a marché vers la fenêtre. Le soleil avait enfin dépassé les arbres. La lumière inondait la pièce, peignant les étagères, le tapis, le vieux bureau en chêne. Il a fixé la lumière pendant un long moment, car désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible, et plus personne à appeler. L'email a atterri dans les boîtes de réception dimanche à 20h02 précise. Aucune fuite, aucune rumeur préalable. Juste une ligne d'objets froids et stériles, tombée dans les boîtes de réception de plus de 300 parties prenantes, donateurs,
entreprise partenaire et agent de liaison institutionnelle lié au fonds Oli. Objet, fonds Oli mise à jour officielle sur les changements de gouvernance. Aucun emoji, aucun artifice de communication, juste un fichier PDF en pièces jointes et un paragraphe dans le corps du texte. Veuillez trouver ci-joint un résumé formel de la restructuration de la gouvernance et des mises à jour du statut des bénéficiaires, tel que ratifié par le comité d'éthique du fonds et approuvé par les entités juridiques désignées. Ces changements prennent effet immédiatement. À l'intérieur de la pièce jointe, 6 pages de remaniement. Le nom de Thomas figurait désormais seul sous la mention « fiduciaire principal ». Sa femme, Patrick, ses 2 enfants et son meilleur ami de longue date, auparavant inscrits comme conseiller stratégique et gardien de l'héritage, avaient été retirés. Leur poste était marqué « laissé vacant pour cause de violation du protocole d'éthique en vertu des clauses 14C et 22D ». 2 fondations virent leur parrainage mis en pause. 3 grandes initiatives de subvention furent gelées. Allocation de voyage, honoraires de consultation, privilèges de co-investissement, tout fut suspendu. Et la dernière page nommait 3 nouveaux postes de supervision, un responsable de la conformité, un analyste en gouvernance et un auditeur légal. Aucun d'entre eux ne portait le nom de Oli. C'était un massacre silencieux. Dès le lundi matin, les appels ont commencé. Pas de la famille, mais des institutions. Un ancien parrain du conseil, à la tête d'une dotation universitaire liée à une bourse d'études au nom d'Everett Oli, a démissionné immédiatement. Un autre a suivi dans l'heure. À midi, les rumeurs circulaient. Que avait-il fait? Pourquoi les noms avaient-ils été retirés? Y avait-il eu une fraude? Des luttes intestines? Un journaliste d'un blog spécialisé en philanthropie a essayé d'appeler l'assistant de Thomas. Sans commentaire. À 15h15, le portable personnel de Thomas a sonné. L'un des membres partants du conseil d'administration, un homme à qui il avait serré la main des dizaines de fois lors de galas, qui avait un jour levé son verre à sa santé pour être le moteur silencieux de la stabilité des Oli. L'homme n'a pas perdu de temps. Il vous rejette la faute, a-t-il dit. Thomas, assis à la longue table en bois de la salle de conférence privée du fonds, a regardé simplement par la fenêtre et a répondu, qu'il le fasse. C'était tout. Il n'a pas élevé la voix, n'a publié aucun démenti, ne s'est pas connecté sur ses réseaux sociaux pour laver son nom, et n'a fait fuiter aucun détail croustillant pour contrer la version qu'il tissait en murmure et dans les couloirs. Il avait passé des années à garder leur secret, à laisser briller l'image de la famille, même si elle pourrissait de l'intérieur. Tout ça pour qu'il puisse parader avec l'héritage de son grand-père comme s'il s'agissait de leur marque personnelle. Mais maintenant tout devenait institutionnel, et non plus émotionnel. La trahison avait peut-être commencé par un dîner, mais la riposte s'était achevée par la loi, la gouvernance et la structure. Il n'avait pas besoin de crier. Il a laissé simplement l'infrastructure parler à sa place. Ce soir-là, sa fille a tenté de publier quelque chose de vague dans sa story. Un carré noir, une citation énigmatique sur la trahison familiale et la corruption du pouvoir. Ce fut supprimé en quelques heures. Non pas parce que Thomas avait passé un appel, mais parce que la nouvelle politique de gouvernance instaurée par Madame Drake incluait une clause, tout commentaire public de la part des fiduciaires évincés déclencherait un examen juridique supplémentaire des dépenses antérieures. Sa fille n'était pas stupide. Elle a compris le message. Patrick a essayé de faire fuiter une version édulcorée à une newsletter d'anciens élèves locaux. Ils l'ont ignoré. La nouvelle équipe de supervision avait déjà contacté tous les partenaires actifs avec une simple foire aux questions. Toutes les questions devaient être acheminées par le service juridique et les déclarations non officielles étaient considérées comme non contraignantes et réputationnellement invérifiées. En d'autres termes, s'il parlait, personne n'écoutait. Thomas a regardé tout cela se dérouler de loin, principalement en silence. Il n'a fait aucun discours, aucune déclaration, aucun appel. Parce que pour la première fois, la trahison de sa famille n'était pas seulement un naufrage émotionnel. Elle était professionnellement obsolète. Ils n'avaient pas seulement perdu des privilèges, ils avaient perdu toute crédibilité. Et le fonds Oli allait de l'avant, sans broncher, recalibré. Il l'avait reconstruit, non par méchanceté, mais par esprit de préservation. Son grand-père n'avait pas écrit la clause 14C pour des crises de colère. Il l'avait écrite pour des moments comme celui-ci, où la seule façon de défendre l'avenir était de soustraire le passé. Et maintenant, la soustraction était terminée. Le message vocal est arrivé à 23h39. Bien après l'envoi de la mise à jour sur la gouvernance,
bien après les démissions, et quelques heures à peine avant que le premier gel financier ne soit appliqué sur 5 comptes personnels et conjoints. Thomas lisait dans son bureau, un vieux livre relié qu'il n'avait pas touché depuis des années. Lorsque l'écran s'est illuminé, son nom à elle figurait toujours dans les favoris. Non par affection, mais parce qu'il vaut mieux surveiller certaines batailles depuis la ligne de front. Il l'a laissé sonner jusqu'à la messagerie. Quelques secondes plus tard, le message est apparu avec un petit point rouge. Il l'a fixé un instant, puis a appuyé sur lecture. Sa voix ne ressemblait en rien à celle qui avait l'habitude d'organiser des fêtes d'anniversaire, de planifier des escapades le week-end ou de s'allonger à côté de lui en murmurant à propos d'une retraite anticipée dans les Keys. Maintenant, elle tremblait, teintée de panique, mais pire encore, de regret déguisé en inquiétude. « Tu as tout pris » a-t-elle commencé, déjà à moitié essoufflée. Il panique. Les enfants ne savent pas quoi faire. Patrick menace de faire une sorte de communiqué de presse, et mon père, il menace de faire des procès. Ça part en vrille. Thomas, je t'en prie, parle-moi. Dis-moi juste ce que tu veux. Elle a fait une pause à ce moment-là, comme si elle attendait qu'il décroche en temps réel. Puis, plus doucement. Tu n'étais jamais censé faire ça. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je ne pensais pas que tu en étais capable. Clic et fin du message. Aucune excuse. Aucun aveu. Juste du contrôle des dégâts. D'une voix tremblante. Il a sauvegardé le message, a ouvert son canal de messagerie cryptée et a transféré le fichier vocal à Madame Drake avec un objet très simple, interférence potentielle, à archiver sous, activité post-déclenchement de la clause 14C, pas d'émotion, pas de note, juste la procédure. Ensuite, il s'est levé, s'est étiré et a enfilé un blazer bleu marine. Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas faim, mais certains instincts relèvent du rituel. Il a traversé la ville en voiture, les fenêtres baissées. Pas de musique, juste le bourdonnement des pneus et la brise occasionnelle du mois d'octobre. Le restaurant de viande était toujours ouvert. Il s'est garé sur le même parking, même voiturier, même jazz doux flottant à travers la porte d'entrée. Il n'a pas donné de nom, ce n'était pas la peine. Le maître d'hôtel l'a reconnu immédiatement. Il y a eu un éclair d'incertitude sur le visage du jeune homme. Quelque part entre la culpabilité et la confusion. Il se demandait manifestement s'il devait dire quelque chose, s'il devait s'excuser pour la scène inconfortable de la semaine précédente. Thomas lui a épargné cette peine. Juste une table tranquille, a-t-il dit. La même si elle est libre. Elle l'était. En quelques minutes, il fut de nouveau installé. Banquette d'angle, lumière tamisée, couverts étincelants, intacts sur la nappe. Il a commandé le même repas. Entrecôte mi-saignante, un accompagnement d'épinards à la crème, un double bourbon, sec. Personne d'autre n'est venu. Bien sûr que non. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à de la négligence. Cela ressemblait à de la clarté. Il a jeté un coup d'œil aux chaises vides. Une pour la fille qui le qualifiait de tyrannique. Une pour le fils qui le qualifiait d'absent. Une pour Patrick, le frère qui n'avait jamais vu un couteau qu'il ne voudrait pas retourner dans la plaie. Une pour le meilleur ami qui avait confondu loyauté et moyen de pression. Et une pour elle, la femme qui avait un jour promis l'éternité et qui avait ensuite passé 2 décennies à traiter sa patience comme une faiblesse. Cette chaise, à nouveau. Seulement maintenant, le silence n'était pas creux. Il était mérité. Parce que cette fois, il n'y avait plus de questionnement, plus d'attente. Le fond avait parlé. Les portes juridiques étaient scellées. Et ceux qui avaient coordonné leur trahison avaient finalement épuisé leur scénario, leurs explications et leurs excuses. Ils n'avaient pas simplement séché un dîner. Ils avaient organisé un coup d'État. Et ils avaient perdu. Il a coupé son steak, en a pris une bouchée et a levé son verre. Non par amertume, non par victoire, mais avec résolution. Parce qu'il y a une différence entre être seul et être en paix. La semaine dernière, ses sièges vides se moquaient de lui. Ce soir, il lui faisait honneur. Le serveur est passé une fois, a demandé doucement, « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur ?» Thomas a levé les yeux, puis a souri. « Non » a-t-il répondu. « C'est parfait. »